Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast qui s'intitule « Comment libérer son féminin à travers nos mémoires invisibles ». Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunelma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel. Je parle pas de féminin au sens propre, mais en fait, quand on parle d'énergie de yin, d'énergie féminine, je le détache vraiment du genre. Je parle pas de la femme, je parle pas de ce côté vraiment genré de sexe, je parle du côté yin qui est féminin, de ce côté en fait d'énergie féminine. Comme le yang, c'est une énergie masculine, mais en aucun cas ça veut dire que le yin, quand on dit une énergie féminine, on pense à une femme. En aucun cas, ça renvoie à une femme. Voilà, je veux bien qu'on différencie le genre et le sexe de ça. Donc pour en revenir, qu'est-ce que j'appelle des mémoires invisibles ? Les mémoires invisibles, en fait, c'est un terme que j'ai trouvé pour englober toutes les mémoires qu'on porte en nous, c'est-à-dire les mémoires du passé, les mémoires que nos ancêtres peuvent porter et qui nous ont forcément transmis, parce qu'en fait, par exemple, notre grand-mère, quand elle était enceinte de notre mère, forcément, elle échangeait à ce moment-là déjà des cellules de l'ADN, etc. Et notre mère, ses ovocytes se sont créés, je crois si je me trompe pas, déjà à partir de 4 mois. Ce qui fait qu'en fait, elle portait déjà, au niveau de ces ovocytes qui se créent, des informations du coup contenues dans l'utérus de sa mère, qu'elle a enregistrées lorsqu'elle était dans l'utérus de sa mère, donc de votre grand-mère. On reviendra dessus plus tard. Et en fait, ça regroupe aussi les vies passées, les vies antérieures. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de mémoires qu'on peut avoir, aussi des mémoires au niveau de la société. On peut contenir aussi des mémoires qui ne nous appartiennent pas forcément. Si elles sont sur nous, c'est que voilà, on a besoin quand même de vivre cette expérience. Mais quand je parle de mémoires qui ne nous appartiennent pas forcément, ça peut être aussi quelque chose dû à des entités, à des défunts. Enfin voilà, il y a tout un panel assez large de choses invisibles que nous portons. Et vraiment notamment sur ces mémoires en fait qui vont engendrer des fonctionnements sur nous dont on n'a même pas conscience. Je m'explique. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, dans ma vie, je vais faire une action lambda, je sais pas, je vais dire un truc tout bête. Admettons, je vais rouler dans ma voiture et là je vais voir quelque chose ou je vais vivre une situation qui va m'apeurer, qui va pas forcément m'apeurer, mais je vais vivre une situation où une personne en face, klaxonne, elle va être très agressive, moi j'aurais eu peur, j'aurais peut-être freiné, etc. Mais peut-être que mon cerveau va surinterpréter cette situation pour diverses raisons. Ça peut être parce que, je sais pas, mon grand-père en fait a vécu un accident de voiture très grave et du coup ça a réveillé cette mémoire. Parce que dans une de mes vies passées, j'ai tué quelqu'un au volant ou accidentellement, et du coup ça va réveiller cette mémoire. Peut-être que ça va aussi réveiller ma mémoire de mon enfance sur l'injustice, parce qu'en fait là c'était pas de ma faute et du coup pourquoi il m'accuse moi, c'est pas juste, bref. Vous voyez, ça peut réactiver tout un tas de panels et ça peut même m'être parfois lié. Donc c'est vraiment assez complexe, c'est vraiment comme une pelote de laine qu'on démêle avec les fils un à un pour vraiment en fait remettre chaque fil à sa place, comprendre d'où venait le nœud et en fait le démêler mais sans tirer dessus, vraiment en reprenant un fil par un fil. Et donc en fait pour en revenir à ces mémoires invisibles, c'est pour cela aussi que je pense que au niveau de la société il y a quand même un soulèvement
de la cause des femmes parce que voilà, on se rend compte de plein de choses dans cette société voilà qui est patriarcale, où il y a encore beaucoup de progrès et encore on a de la chance d'être en France. Là-dessus, on en a toute conscience, je pense. Et voilà, sauf qu'effectivement, il y a encore du travail, encore du progrès, rien que dans les consciences, dans les consciences des personnes, selon les générations. Je trouve qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire de ce côté-là. Pourquoi en fait ? Parce que pendant des siècles, quand on parle aussi des sorcières, etc., on a été brûlés, on a été victimes de violences, d'abus, d'énormément de souffrances en fait. Et c'est pas si vieux, hein. Je pense que déjà si on remonte juste à l'époque de la génération de nos parents, je pense que le clivage commence à se faire, c'est-à-dire que ça commence à changer, mais il y a encore quand même beaucoup ces différences, je pense, mais rien qu'au sein d'un couple. Et quand on retourne vraiment à l'époque de nos grands-parents, je pense que les femmes, elles en ont vécu bien aussi là des violences, de la soumission, et j'en passe. Et qui, dans nos ancêtres, n'a pas été brimé. En fait, tout ça, ça va nous conditionner aussi dans les mémoires transgénérationnelles au fond de nous, dans des mémoires familiales. Donc, on va porter aussi ces mémoires en nous, et c'est ce qui fait que des fois, on va être quand même sensible à certains comportements aussi. Donc voilà sur ce sujet. Et quand je parlais aussi de tout ça dans notre vie, rien que nous, dans notre vie actuelle, qui n'a pas déjà été victime de violence ou de manipulation ou de choses comme ça en fait. Enfin, je pense que on dit beaucoup une femme sur deux a été victime de ça, gna gna. Moi je pense que toutes les femmes ont été victimes de quelque chose, de cet ordre-là en fait, que ce soit des violences, de l'agressivité, des différences, enfin voilà, qu'on en ait conscience ou non, parce que des fois c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé que des copines me disent non, et en fait quand on discute, si c'est déjà arrivé, parce que on n'a pas tout simplement pas mis le terme dessus, mais la définition reste la définition de ce qu'on a subi. Attention, je ne dis pas ça en aucun cas pour se faire passer pour des victimes, ni pour accuser les hommes, parce que pas du tout. Je pense que justement il faut beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de douceur pour essayer de rééquilibrer tout ça, parce que pour moi, les hommes qui on va ressentir cette énergie assez masculine et toxique, qui en plus se coupe de tout féminin, de toute partie, de toute énergie yin, on en voit beaucoup parce qu'en fait ils ont pas appris non plus. C'est-à-dire que quand on dit souvent à un homme il faut être fort, faut être ceci, faut être cela, effectivement peut-être qu'il va se couper un petit peu de sa sensibilité, de sa douceur, et qu'il va être toujours dans une force pour prouver, pour dire wow, je suis là on peut m'aimer, regardez comment je suis fort. Et c'est pas sain non plus. Et du coup, cette part masculine est pas mal brimée aussi. Et elle ne circule pas convenablement. Parce qu'en fait, en nous, on porte tous du féminin et du masculin, donc du yin et du yang. Et il suffit juste de réattribuer, de laisser circuler en fait ces énergies. C'est pas parce qu'on est une femme qu'il nous faut plus de yin, et c'est pas parce qu'on est un homme qu'il nous faut plus de yang, au contraire. Il faut que ça s'équilibre et que on soit bien avec ça. À l'intérieur de nous, il faut pas que ce soit une fin en soi non plus, ni une obsession. Mais le tout est de prendre conscience aussi de nos comportements et de faire en sorte que ces énergies circulent pour pouvoir nous aussi nous épanouir au mieux. Et voilà. Et donc là-dessus, et c'est pareil aussi, il faut faire attention de pas tomber du coup dans la position de la victime et de mettre l'autre dans le bourreau. C'est-à-dire que si jamais on se fait toujours aussi passer victime d'eux, enfin, on peut être victime et c'est clair. Là-dessus, je suis complètement d'accord, il faut pas avoir honte, et souvent les victimes ont honte, et il y a c'est un autre sujet, c'est très important. Mais c'est juste que du coup, dans notre vie, c'est pas parce qu'on a été victime de quelque chose qu'il faut toujours se mettre en position de victime dans notre vie, parce qu'en fait, du coup, on va revivre aussi souvent les mêmes situations, et il y a plein de choses qui vont se passer. Ça fait un peu penser en fait au triangle de Cartman. De Cartman, et en fait, voilà, comme il le dit très bien dans son triangle, c'est qu'on aime bien prendre soit la position de victime, il nous faut le sauveur, et puis voilà, on est par le bourreau. Le bourreau, ça va être la personne qui nous critique, qui nous dévalorise, qui nous cause vraiment du tort. La victime, forcément, elle subit, s'apitoie et se plaint. Et le sauveur, en fait, il faut qu'il aide. Il faut qu'il aide tout le monde. Il faut qu'il ait à son détriment, etc. Pour ne pas aussi penser, ne pas mettre en évidence certaines choses. Lorsqu'une personne utilise un de ses rôles, ça veut dire que ça va entraîner à une autre personne de jouer le rôle complémentaire. C'est un peu de la manipulation, hein, ça va être de la base de certaines manipulations, etc. Et c'est à nous aussi de nous rendre compte de notre responsabilité dans l'histoire et de voir, parce qu'en fait, il se peut aussi qu'on change souvent du coup de position, qu'on se mette soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du sauveur, soit dans le rôle du bourreau, mais ça, notre ego aime moins se l'avouer, mais
Si vous regardez certaines situations et un peu plus, je pense que ça vous arrive beaucoup plus souvent que vous ne le dites. Pour en revenir à ce triangle, en fait, c'est pas sain quand on est en relation avec quelqu'un, parce que du coup, il y en a un qui joue un rôle, etc. Mais ça va être soit égotique, ça va être soit du coup se raconter son histoire, etc., etc. Donc voilà. Mais c'était un aparté. Je l'ai pas précisé dans le début du podcast. En fait, là, je vais parler comme je peux discuter avec une amie ou autre, parce que je vais parler comme toutes les choses me viennent. Je me suis fait aucun plan. C'est pour ça que je peux peut-être passer du coq à l'âne. Mais voilà. On va voir ce que ça donne. Donc on a parlé un petit peu là des ancêtres, etc. Mais si on remonte aussi dans les vies antérieures, les vies passées, quel rôle avons-nous à ce moment-là ? Quel rôle notre âme a joué à ce moment-là, en fait ? Qu'est-ce qu'elle a vécu ? On a pu aussi subir des violences, comme on a pu en faire, parce qu'on n'était pas forcément du même genre dans une ancienne vie et dans le même état d'esprit. Hein. On a pu faire beaucoup de mal. Ce qui fait que des fois aussi, on le paye parce que, il y a des dettes karmiques, il y a des choses qui se passent. Quand je dis on le paye, voilà, c'est pas non plus... Mais des fois, il est intéressant d'aller voir ce qui s'est passé aussi dans l'ancienne vie, parce qu'on peut comprendre aussi certains comportements, ou même certaines relations avec d'autres personnes. Des fois, on sait pas pourquoi... Il y a des choses qu'on va sentir avec une personne, et c'est pas forcément une amie ou un ami ou quelqu'un de proche, hein, ou ça peut être une connaissance ou quelqu'un qu'on aperçoit. C'est comme s'il pouvait nous causer du tort ou qu'il nous causait du tort. Enfin, en fait, ça serait intéressant aussi de savoir si cette personne, on l'a déjà côtoyée en fait dans une vie ancienne ou non. Mais c'est vrai que pour revenir du coup à ces violences, on en vivait également. On a pu aussi en vivre pas mal dans des vies passées, hommes et femmes confondus. C'est-à-dire que si un homme s'incarne aujourd'hui en tant qu'homme et que c'était une femme dans une vie passée, il est fortement possible que cette personne ait vécu des violences et que du coup elle ait des mécanismes aussi de défense aujourd'hui suite à ça. Pour en revenir aussi un petit peu, je me suis posé du coup cette place de la femme dans la société, parce qu'en fait, au cours de mes discussions, des consultations de mes patientes, etc., en fait je constate que énormément de femmes ont du mal à trouver leur place. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver sa place ? La trouve-t-on réellement un jour ? On parle pas vraiment de se mettre dans une case ni autre, mais je parle vraiment de... Moi, par exemple, quand on va parler de trouver sa place ou de ce que j'entends, c'est qu'au sein d'une relation, on sache s'affirmer et s'imposer, mais mais d'une façon très naturelle, en fait. Sans devoir forcer, sans devoir dire à la personne « Regarde, je suis là, c'est comme ça ». C'est vraiment que naturellement, en fait, on prend notre place. On prend l'espace nécessaire, mais aussi au niveau de l'invisible, c'est-à-dire que la personne, elle va pas interférer forcément non plus dans notre zone de sécurité. Vous savez, quand on tend le bras, c'est la zone de sécurité. Et en fait, la personne, elle va pas interférer à cet endroit-là, elle va respecter sans qu'on ait besoin d'insister ou vraiment d'infirmer, j'ai pas le mot qui me vient, mais j'ai le geste. Là, il n'y a pas de caméra. D'affirmer en fait sa position. Il n'y a pas besoin d'affirmer sa position vraiment avec force, quoi. Là, c'est entendu. Enfin, c'est vu et c'est vraiment naturel. Voilà pour moi un peu cette notion de prendre sa place, ce que j'en ressens. Et je ressens que énormément de femmes ne le font pas, ou en fait n'y arrivent pas, et c'est dur. C'est difficile parce que comment prendre sa place quand c'est quelque chose auquel on n'a jamais été habitué déjà selon notre âge depuis notre très tendre enfance, selon les mémoires aussi qu'on porte. Donc voilà, parce qu'en fait, la femme, elle tend à être invisible. Enfin, elle a tendu à être invisible, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de colère qui remonte et de femmes qui veulent s'exprimer, parce qu'en fait... c'est le contraire, c'est-à-dire que souvent il est possible aussi quand on a une blessure ou qu'on a vécu certaines choses, quand on se sent invisible, on fait tout pour être vu. Ça m'étonne pas, et dans ces moments-là, effectivement, on a un comportement qui fait que on peut crier et on peut faire des choses pour dire « Oh, je suis là en fait, je veux être entendue, écoutez-moi ». Ça peut cacher du coup effectivement toutes ces choses qui est sur l'invisibilité, et que non, je veux être visible, mais comment faire ? À part me faire entendre
peut-être un peu plus fort. Après ça c'est aussi un autre sujet, mais bien sûr dans tout ce que je dis, je rappelle, il n'y a aucun jugement. Je prends juste des exemples qui me viennent en tête, j'essaye de comprendre, d'analyser certaines situations. Bien entendu, il y a zéro jugement, et et je donne aucune opinion là-dedans, si je vais quand même donner une opinion. Dans tous les cas, on devrait tous être féministes parce qu'on est toutes des femmes et que même les hommes qui sont d'accord et ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui sont féministes, même s'ils n'ont pas conscience d'être féministes, parce qu'on raccorde beaucoup ce mot féminisme à des connotations très négatives, qui malheureusement n'est pas le féminisme. C'est comme quand vous comparez certaines religions à des actes horribles, on sait que c'est pas la religion. C'est pareil. Au sens très extrême, bien sûr, comme exemple. Et du coup, pour en revenir au fait de prendre sa place, comme de ce fait d'être invisible, pendant des années, pendant des siècles, la femme a été cachée aussi derrière l'homme. Vous connaissez toute cette expression, derrière chaque homme, chaque grand homme se cache une femme. Ok, on a tout dans cette phrase. En fait, on est beaucoup à le prendre aussi dans le sens... même moi encore, il y a quelques années, je le prenais dans le sens... c'est vrai qu'en fait, la femme... c'était pas possible pour elle, donc les idées, etc., est quand même hyper intelligente, blablabla. Et en fait, en réfléchissant sur cette phrase-là, depuis quelques jours, je me dis, mais il y a quand même cette notion d'invisibilité encore. Hein. Ok, on dit qu'il y a un grand homme et que c'est un peu grâce à sa femme, etc. Non, c'est pas dit comme ça dans la phrase, en fait. Enfin, si on décortique, se cache. Donc il y a encore cette notion d'invisibilité. Et en fait, comment trouver sa place aussi quand, depuis des années, des siècles... ça n'a pas été appris et ça a pas été ça nous a été enlevé. Forcément ce n'est plus inné quoi. Enfin c'est tout un cheminement, un travail aussi et c'est aussi beaucoup de remise en question et c'est vrai que c'est très souvent qu'on entend les hommes n'importe quoi dire c'est vrai que les femmes elles vont quand même rarement moins bien, etc. Les humeurs sont plus fluctuantes. Alors déjà oui c'est normal, nous avons des hormones, des cycles, etc. Mais aussi, je pense que c'est un petit combat, alors j'aime pas ce mot, mais c'est un petit combat quand même, d'essayer de savoir dans quelle direction aller, comment trouver sa place, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, même si on n'y pense pas consciemment, on a toute cette éducation aussi et ces mémoires invisibles que nous portons par rapport à ça. Pour en revenir à ce côté très yin et féminin, cette énergie féminine, on part aussi du coup en tant que femme, car si on prend cette énergie yin féminine en tant que femme, je le répète pour qu'on comprenne vraiment que je parle de la femme là et de l'énergie yin du coup, on porte aussi beaucoup, le berceau en fait aussi de beaucoup de cette énergie est dans notre utérus. Alors après, juste un petit aparté et après je reviens sur la femme et tout son appareil. Vous pouvez me dire, l'homme, en fait, où est-ce que ça se trouve ? L'homme, en fait, il peut y avoir aussi, à travers des vies passées, etc., ces mémoires d'utérus auxquelles on peut se reconnecter, et peut-être qu'il y a des choses à libérer à cet endroit-là, mais en fait, tout simplement, il peut aussi se connecter à son cœur. Et à son cœur, c'est aussi cette énergie. Alors c'est rigolo parce que le cœur, au niveau, par exemple, des chakras, il est représenté en vert. Sauf qu'en fait, il y a aussi beaucoup tout ce qui est lithothérapie, même au niveau de la couleur, etc. On sait que le rose marche aussi pour le cœur, énormément. Donc je trouve ça assez rigolo parce que c'est là où aussi, du coup, on voit que... En fait, ça m'a fait penser, du coup, à ce quartz rose, à certains cristaux roses qui apportent justement beaucoup d'amour et de douceur. Je pense aussi à la flamme rose, qui apporte tout ça, de la compassion, etc. et tout cet amour, et qui est du coup une énergie aussi très yin, qu'on peut retrouver du coup beaucoup au niveau du cœur. Et voilà, c'était un aparté, mais du coup, voilà pour les hommes. Bien sûr, je parle homme-femme, mais pour les personnes qui ont aussi, qui sont transgenres, ça va être au niveau de là où ces personnes peuvent le ressentir. Même si par exemple quelqu'un se fait... retirer son utérus, que ce soit voulu ou non. Il y a toujours cette mémoire à cet endroit qu'on peut aussi libérer parce que des fois ça peut être douloureux comme un membre fantôme en fait, un organe fantôme, et on peut reconnecter aussi à cet endroit dans l'invisible. Après bien sûr, j'ai envie de dire, à vous de savoir ce qui est le mieux pour vous et ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous vous sentez beaucoup plus... c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif pour vous de vous connecter au cœur, allez-y.
En fait, dans tous les cas, l'utérus n'est pas forcément non plus l'organe le plus connu, mais ça, je vais revenir dessus après, parce qu'en fait, je voulais revenir à la femme, à l'utérus, à son yoni, en fait, qu'elle porte aussi, et à partir de là, et toute notre création, en fait, et tout notre pouvoir créateur. Avec une collègue, là, dans ma formation, on s'est fait un rééquilibrage et un nettoyage et une réactivation, du coup, au niveau de cet endroit. Et c'est ce qu'on a constaté toutes les deux, et ce que d'autres aussi nous ont dit. On constate qu'on sent une très grande puissance, mais aussi c'est très doux. Une très grande douceur, très grande, voilà, quelque chose de très doux, très enveloppant, très rassurant, mais avec une puissance incroyable. En fait, c'est vous, vous le portez aussi en vous. Et c'est ça qui est dingue, c'est que on n'en a pas toujours conscience forcément avant de le vivre. Et en fait, notre utérus est tellement inconnu, et tout cet aspect, je vais dire utérus parce que je vais englober tout ce que ça contient. On sait comment ça se compose, hein. On sait tous, on a tous vu le schéma, on sait. Mais on sait pas comment il fonctionne exactement. Enfin, voilà. Et pour en revenir du coup à ce côté spirituel, où on en sait peut-être un peu plus, c'est aussi du coup, comme je vous disais tout à l'heure, se faire confiance, c'est-à-dire que aussi nous, des fois, qui nous condamnons toutes seules. Parce qu'en fait, c'est possible, on a déjà été contre notre cycle menstruel, on a déjà rejeté du coup qui nous sommes et notre fonction. Parce que si on rejette notre cycle, combien on dit, même en rigolant, mais c'est dit quand même, ouais, c'est quand même plus facile d'être un garçon. Enfin, je veux dire, combien de femmes ont dit ça, une fois dans leur vie. Même si, moi par exemple, je sais que j'ai déjà dit, et je le pense plus aujourd'hui, mais ça me semblait tellement plus facile pour eux avant. Je me rappelle quand j'étais même au lycée, ou que je commençais dans la vie adulte, on va dire, enfin, ça me semblait tellement plus simple pour eux. Rien que faire pipi debout, par exemple. C'est quelque chose qui me dit, mais eux, ils peuvent pisser n'importe où. Nous, c'est un peu plus chiant, il faut s'abaisser, etc. Mais en même temps, c'est assez facile, c'est juste que faut pas montrer nos fesses, donc on peut pas s'abaisser n'importe où. Entre guillemets. Après, chacun ses pratiques, mais voilà, c'est pour remontrer aussi que on s'attribue des fois cette facilité à autre chose, juste parce qu'aussi la société nous a expliqué ça, en fait. Et donc, pour revenir du coup à cet organe qu'on a déjà rejeté, etc., c'est quand même difficile de passer en plus de jeune fille à jeune femme. C'est des processus qui, voilà, comme je vous ai dit, on connaît pas forcément cet organe. Parce que, qui a déjà accepté en fait d'avoir ses règles dès le début ? Qui n'a jamais vu ça par exemple comme un fardeau ? Moi je sais que c'est déjà arrivé, combien de fois c'est déjà arrivé que plus jeune, on avait peur du coup d'avoir des douleurs déjà avec ça, c'est des nouvelles sensations, on apprend à vivre avec des nouveaux cycles. Combien de parents ont déjà dit « Oh, c'est une ado, elle va avoir ses règles, là, le caractère qu'elle a, elle fait que pleurer, là, elle se met comme ci, elle se met comme ça. » Mais en fait, waouh, c'est violent, hein. C'est hyper violent parce que, effectivement, c'est peut-être exacerbé des fois au niveau émotionnel. Alors déjà, on est ado. Déjà, les émotions sont exacerbées parce que c'est les premiers. Enfin, je veux dire, on découvre, tout est nouveau. Et en plus, on se prend un nouveau cycle hormonal dans la tronche. Les gars, help. Et comment du coup dans notre inconscient en fait on va pas l'associer à quelque chose de mauvais, parce que moi j'entends ça, je me dis waouh, comme depuis toute petite, tout ado on va dire, petite ado, enfin on a toujours entendu ouais elle va avoir ses règles. Ben c'est hyper péjoratif les gars, en fait, parce que ça veut dire que c'est relou. Alors que non, ça devrait pas être relou et ça devrait être quelque chose qu'on aime. Mais en fait, rien qu'avoir ces règles, il y a encore quelques temps, quelques années, il y a pas si longtemps en arrière, hein, il y a moins d'un siècle, bon courage pour trouver aussi les moyens, les serviettes hygiéniques, les tampons, etc. Qui en plus, on connaît maintenant tous la composition, mais voilà, c'était quand même un gros tabou intergénérationnel, hein. Je pense qu'on commence à être des générations un peu plus évoluées. Par exemple, je ne suis pas sûre qu'au temps de mes grands-parents, ils parlaient à mes parents des règles. J'en suis même certaine. Et au-delà des règles, c'est comme les pertes blanches ou des choses comme ça, en fait. Qui en parle ? Moi, j'ai pas rien que ça dans ma génération, j'ai pas eu le souvenir qu'on me parle des glaires, etc., quoi. Donc c'est vraiment des sujets qui sont presque tabous en fait, et qui ont été aussi du coup imbriqués dans nos mémoires qu'on porte, et donc ces mémoires on les porte aussi depuis un sacré moment. Donc ça fait quand même aussi pas mal de mémoires qu'on porte par rapport à tout ça.
Je pense que ça n'aide pas forcément l'utérus à bien fonctionner et notre cerveau et notre émotionnel à bien coexister avec. Donc en fait, j'ai envie de dire comment déjà à partir de ce moment-là, comme je vous ai dit, on peut coexister avec cette partie interne de nous, cet utérus, notre yoni, vraiment toute cette partie en fait, qui est notre zone sacrée. Comment en fait on peut pas se créer déjà du coup des douleurs physiques, parce que du coup comment on peut accepter cet organe complètement, comment on peut l'accueillir et sentir faire qu'un avec, et comment en fait on crée pas de dissociation. Parce que quand c'est comme ça, des fois on a conscience que c'est en nous, mais quand on a des douleurs, etc., en plus des fois qui peuvent être très fortes, c'est pas toujours évident. Des fois on n'aurait pas envie de ressentir ça, et c'est vrai que du coup soit on veut pas nos règles, soit on voudrait pas cet utérus, enfin c'est assez complexe en fait, c'est tout plein de choses qui s'entremêlent. Il y a aussi là je parle de toutes les mémoires, en tout cas de traumatismes aussi qu'on a vécu, de violences, etc., qu'on a pu vivre. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres choses qui peuvent influer dessus, mais c'est un lien. Et en fait, on se coupe du coup de tout notre pouvoir créateur, on se coupe aussi de nos intuitions, parce qu'en plus de ça, c'est au niveau du premier et du deuxième chakra. Et souvent, le deuxième chakra est très interconnecté avec le sixième chakra qui est le troisième œil, comme j'en ai en plus déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast, et qui du coup, effectivement, quand il y en a un des deux qui est un petit peu en défaillance, l'autre il va surtravailler, mais c'est pas ce qui va faire que ça va créer un bon équilibre. Et forcément, cette zone-là, donc utérine, où il y a le premier et le deuxième chakra, ça va créer pas mal de dissonances, des déséquilibres, et peut-être que du coup ça va aussi nous désancrer, nous créer pas mal de peur, d'insécurité. On va pas s'incarner totalement dans qui nous sommes, parce que aussi on est bien aussi dans notre monde des fois imaginaire. On se rend compte que la vie actuelle peut ne pas être si belle, mais j'ai envie de dire aussi on peut se créer son monde extérieur à travers notre monde intérieur. Quand on comprend qu'on peut changer notre propre perception des choses, notre propre vision et notre propre monde intérieur, en fait tout change sans forcer. Ça c'est aussi pas mal, c'est aussi très beau. Et puis comme je vous disais aussi par rapport à notre organe, en fait scientifiquement, qu'est-ce qu'ils en connaissent quoi. Heureusement ils en connaissent un petit peu, ils font des progrès, mais il y a encore un travail monstre en soi. Parce qu'on sait aussi que par exemple en cas de détoxification, etc., beaucoup de choses passent par là. Moi je vois ma toute première détox que j'ai faite, j'ai pas compris, j'ai eu mes règles pendant 2 semaines. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? En fait mon corps était en train d'éliminer toutes ces toxines. C'est cool, je savais pas que c'était possible. Donc vous voyez c'est vraiment des choses qui font que voilà, et puis comme on a appris nous, on a grandi aussi à travers la science. Donc forcément, on croit tous en la science. On est tous en mode de waouh, la science, machin, si la science l'a dit, sauf à part peut-être certains complotistes qui sont du coup anti-science. Mais au final, ça reste des croyances aussi. Parce que la science change, la science évolue, les théories évoluent, tout évolue et c'est normal. Après, j'ai envie de vous dire aussi, c'est pour ça qu'il est important de se connaître et de se réguler. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on apprend aussi à se faire confiance. On apprend aussi à faire confiance tout simplement à nos intuitions. Et comment on fait ? C'est parce qu'on apprend à se connaître et qu'on a conscience de notre corps, on a conscience de ce qu'on vit. Et à partir du moment où on reconnaît ce qu'on vit, nos émotions, etc., même si on ne sait pas toujours tout identifier tout de suite, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Il faut juste se faire confiance. Et ça, c'est déjà un grand pas aussi. Et comme on est tous différents, même si on se ressemble tous, en fait, on a aussi tous des mécanismes différents. Même si on en a tous des similaires. C'est ça qui fait notre unicité et aussi notre ressemblance, c'est très beau. Et voilà, il faut aussi regarder, apprendre en fait à identifier, à se connaître et surtout à se faire confiance, quoi. C'est comme ça que vous saurez aussi plein de choses qui vous arrivent. C'est pour ça que c'est bien aussi quand je dis on peut se reconnecter, etc., à toutes ces parties-là. Je sais que c'est pas toujours évident, que c'est un travail. Moi-même, ça fait des années que je travaille sur cet endroit, en fait, pour libérer tout ce que je peux libérer, pour pacifier ce que j'ai vécu, pour me redonner de l'amour, pour donner de l'amour aussi à cet endroit, pour avancer, pour plein de choses. Chacun a ses raisons. En général, on a juste envie d'aller mieux et d'avancer. On est tous un peu en quête du bonheur. Moi, je trouve que c'est encore plus beau parce qu'il y a des choses auxquelles je m'attendais pas dans ce parcours. C'était par exemple me reconnecter à moi-même, sentir, puis je le ressens pas 24 heures sur 24. Mais il y a très souvent où j'ai déjà ressenti cette sensation d'être
d'être unique, en fait, de faire qu'un avec soi, de ressentir vraiment, et c'est cette sensation quand on ressent qu'on est à l'intérieur de soi, aligné, là où il faut être, et je reprends du coup cette juste place, c'est beau, c'est incroyable même de faire qu'un avec le grand tout, etc. C'est vraiment magnifique. Alors pour ceux qui sont pas trop là-dedans, ils vont peut-être se dire elle est un peu perchée celle-là, mais en fait c'est en libérant certaines choses, en se reconnectant à son cœur, et même à sa yoni, du coup, son utérus, à tout ce que vous voulez, vous pouvez vous reconnecter à tellement de choses. C'est magnifique. Après, quand je parlais aussi pas mal de... voilà, des violences subies faites aux femmes, etc. Toutes ces choses-là, c'est vrai que du coup, il y a un sacré bagage à libérer. Je le rappelle, je veux vraiment accuser personne, incriminer personne. C'est juste pour expliquer, en fait, aussi ce qu'on peut vivre et pourquoi on peut ressentir certaines choses. C'est pas une fin en soi de vouloir se reconnecter, de vouloir machin. Chacun doit faire vraiment au mieux pour lui ou pour elle. Chacun doit faire ce qu'il ressent juste, en fait. Après, je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de... c'est que vous êtes en adéquation, quoi. Il y a des choses que vous devez libérer, etc. Mais pour les personnes qui sont pas prêtes, effectivement, ça sert à rien de vous culpabiliser. Chacun avance, en fait, à sa manière. Chacun fait comme il veut. C'est juste que ça ne sert à rien, du coup, d'imposer ses opinions et de juger les autres. C'est dommage. C'est vrai que j'ai dit ça sert à rien, mais c'est dommage. Chacun peut penser être à la place où il est et faire du mieux qu'il peut. Il n'y a pas de plus évolué, de plus illuminé ou autre. C'est vraiment, en fait, chacun a sa pensée, ses croyances, etc. Mais s'il vous plaît, ne les imposez à personne, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je vous ai beaucoup parlé du coup des mémoires empreintes de ce qu'on a pu vivre, de cette énergie du coup créatrice, puissante, de douceur, cette énergie yin, quoi. C'était vraiment pas pour la définir, c'était pour vous parler aussi un petit peu de tout ce qu'elle peut vivre et s'y cacher, en tout cas quand on est une femme. Et en fait, j'ai envie de finir par des questions à la fin que vous pouvez vous poser, que je me pose aussi parce que j'aime beaucoup... C'est pas que j'aime pas les débats, en fait. J'aime pas débattre, devoir affirmer mon opinion et pendant que l'autre affirme le sien, etc. Moi, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup échanger. On peut ne pas être d'accord, mais on n'impose pas notre point de vue et j'aime beaucoup qu'on m'explique, en fait, quelqu'un m'explique son point de vue et que moi, j'explique le mien et que voilà, des fois, on peut même trouver des terrains d'entente, on peut, voilà, même si on n'est pas d'accord, en fait, je demande juste à ce qu'on entende le point de vue de l'autre. On n'est pas obligé de le comprendre, juste l'entendre. Par exemple, je vais revenir sur un homme cis ne peut pas forcément comprendre ce que moi, comme femme cis, je peux vivre en fait tous les jours. Comme moi, je ne comprendrai jamais, bon en tout cas, ne jamais dire jamais, mais là, je sais que je suis bien dans mon corps, dans mon genre, je peux pas comprendre ce que vit une personne transgenre en fait. Mais je peux l'entendre. Je peux l'entendre et le respecter. Et c'est pour ça quand je vous dis de ne pas non plus affirmer vos opinions, en fait, de où t'as une opinion si tu l'as jamais vécue, t'as le droit, mais ne l'impose pas. De où, en fait, tout simplement, tu imposes ton opinion. Entendez juste ce que les gens vont vous dire, et si on vous le dit, c'est pour une raison. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Ça sert à rien de polémiquer. On sait qu'on n'est pas d'accord, point. Mais c'est juste que quand c'est des causes ou des sujets qui ne vous concernent pas vraiment directement, en fait, entendez ce que les autres ont à vous dire, et vous n'êtes pas obligé de juger. En fait, on vous demande pas forcément d'émettre de jugement. Parce que, en plus, ça peut énormément blesser. Hein. Des fois, on se rend pas toujours compte des discours qu'on a. On a le droit de penser, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit d'avoir plein de choses, mais aussi tout en entendant l'autre. Et pas forcément en comprenant, mais en l'entendant et surtout en faisant preuve quand même de bienveillance et de discernement. Et de pas tout rapporter à soi. Je pense que c'est très important. Et donc, j'ai envie de vous poser ces questions. Et si on apprenait juste à se reconnecter à notre corps, à se reconnecter à nos sensations et du coup à nos organes, comme notre utérus. Si on apprenait à s'observer pour comprendre notre fonctionnement, qui est propre à nous-mêmes. Et en s'y reconnectant, on se reconnecte à soi. Et si, parfois, on se fichait la paix. C'était la petite note d'humour pour la fin. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu me suivre jusqu'à la fin, que je ne suis pas partie dans tous les sens. Dites-moi si ce format vous plaît.
Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si ça résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vraiment, en fait, je le fais vraiment avec amour, avec passion. Mais c'est vrai que je passe énormément de temps à créer du contenu gratuitement. Et il est vrai que du coup, c'est des retours comme des commentaires, des partages, même des petites étoiles, etc. qui peuvent me faire du bien et en fait remercier le travail que je fais. Surtout si vous aimez écouter. N'hésitez pas à partager vos retours. Vous pouvez aussi me suivre toujours sur les réseaux sociaux, vous abonner à mes mails que je vous envoie du coup 2 fois par mois pour vous redonner un petit mot et un peu de sourire. Et puis, si vous avez envie, je peux aussi vous aider dans des accompagnements. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous.